Merci, Monsieur le Président, mon cher Khalid. C'est un plaisir de participer à cette 16e réunion de la Société marocaine de néphrologie, quand je pense que j'ai participé à la première, et donc ça ne nous rajeunit pas, parce qu'il y a 17 ans encore, on venait ici à Tanger pour les journées de la Société marocaine des abords vasculaires. Donc vous voyez que ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette belle ville de Tanger. Alors, c'est un plaisir donc de participer à cette réunion pour vous parler de l'antibiothérapie au cours de l'insuffisance rénale aiguë associée au sepsis. Alors, je ne reviens pas sur ces définitions du sepsis qui ont été très bien traitées par Dr Nadia, mais il faut savoir quand même que c'est une cause importante de décès en milieu de réanimation, jusqu'à plus de 60%. Et que souvent, ce sepsis est associé à une défaillance multiviscérale. Et lorsqu'il y a une insuffisance rénale aiguë, la mortalité monte à plus de 70%. Ainsi donc, il faudra une antibiothérapie à dose optimale, parce qu'elle permettra d'éviter le surdosage et la toxicité médicamenteuse, mais aussi le sous-dosage favorisant les résistances bactériennes et la mortalité. Alors, ce thème souffre surtout de l'absence de recommandations validées et à fort niveau de preuve donc, dans ce contexte. Je ne reviens pas sur ces différentes réunions de consensus qui ont permis donc, de mieux définir cette notion et jusqu'à la 3e réunion de consensus donc, dont on venait de parler, qui a permis de redéfinir le sepsis et de redéfinir aussi les critères diagnostiques que nous avons largement vus tout à l'heure, ainsi que le choc septique et ses critères. Alors, l'insuffisance rénale aiguë aussi, en milieu de néphrologie, nous ne reviendrons pas sur les définitions, mais surtout insister aujourd'hui sur la notion d'agression rénale aiguë, qui est ce syndrome clinico-biologique englobant en fait tout le spectre de la défaillance rénale aiguë. Alors, de ces différentes définitions par les groupes de Reifel, Daikin et jusqu'à la dernière de la classification des CADIGO, nous savons aujourd'hui que ce terrain d'insuffisance rénale aiguë associé donc, au sepsis dans ce contexte, sa physiopathologie, comme vient de le démontrer l'orateur précédent, est complexe et incomplètement comprise. Il ne faut pas éliminer la notion d'hypoperfusion rénale et d'ischémie, parce que nous avons vu naturellement des études qui ont été réalisées chez les animaux, mais il faut toujours avoir une prudence à extrapoler le résultat chez l'humain. Cependant, de récents travaux ont montré que d'autres mécanismes sont impliqués. Mais surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, les perturbations de la microcirculation rénale, la montée subite de l'inflammation et du stress oxydatif, l'activation de la cascade de la coagulation et la réponse adaptative bioénergétique avec arrêt du cycle cellulaire. Ainsi donc, l'invasion massive d'éléments bactériens et de ces structures telles que les endotoxines et les exotoxines vont entraîner une cascade de réactions dont l'activation du complément, mais aussi la stimulation de cellules multiples dont les monocytes macrophages, les cellules endothéliales, mais aussi les polynucléaires activés. Ainsi donc, ce sont les polynucléaires activés qui vont stimuler la sécrétion donc, de cytokines, telles que les TNF et l'interleukine 2, et vous savez que ces médiateurs vont entraîner un effet de type vasoplégique. Et au cours du choc septique, comme vous le voyez ici, donc, les médiateurs de l'inflammation vont entraîner la stimulation donc, de NO-synthétase qui va entraîner la production du monoxyde d'azote dont on sait qu'il va augmenter, donc va entraîner une vasodilatation en particulier au niveau de l'épithélium pulmonaire et au niveau du myocarde. Et ceci est à l'origine de la vasodilatation. Et au cours du choc septique, on sait que les médiateurs de l'inflammation vont entraîner une hypofibrinolyse. Et cette hypofibrinolyse, avec les conséquences surtout sur la cascade de réactions qu'on va avoir, en particulier, il va y avoir une défaillance des systèmes de régulation et une hyperactivation des systèmes de la coagulation. Et ces effets sont à l'origine de la coagulation intravasculaire disséminée et qui va entraîner le dépôt de fibrine et la formation de microthrombie. On sait que l'hydrofibrinolyse joue un rôle très important justement dans la persistance de microcaillots qui vont être à l'origine justement de l'hypoxie
et de l'hypoperfusion, qui sont quand même des facteurs qui ont été impliqués dans la défaillance multiviscérale. Alors, on sait que la cellule épithéliale tubulaire va être la cible majeure donc, de cette insuffisance rénale aiguë associée au sepsis. Ainsi donc, on aura une nécrose tubulaire, et la nécrose tubulaire, d'autres cellules qui seront moins lésées vont quand même subir une mort programmée par apoptose, et il y aura une régénération épithéliale tubulaire qui va permettre donc au rein de récupérer. Sur le plan épidémiologique, l'insuffisance rénale aiguë associée au sepsis varie quand même de 16 à 67% dans la population adulte, en constante augmentation de plus de 2,8% par an, alors que le sepsis augmente de 13% par an. Le sepsis est aujourd'hui la première cause d'insuffisance rénale aiguë dans les unités de soins intensifs, peut aller jusqu'à 50% de ces causes-là. Le pronostic de l'insuffisance du sepsis lorsqu'elle est associée à l'insuffisance rénale aiguë, la mortalité en l'absence d'insuffisance rénale aiguë est de 35%, mais comme on le voit, avec une insuffisance rénale aiguë, la mortalité monte à 53%. Et cette mortalité est de 70% lorsque ce patient nécessite une épuration extrarénale. Et on voit le poids relatif des différentes défaillances sur la mortalité qui peut être multiplié par 3 lorsqu'il y a une défaillance hémodynamique, respiratoire ou rénale. Et l'évolution à long terme vers l'épuration extrarénale chronique après une insuffisance rénale aiguë est de 7%, et elle passe à 24% lorsqu'il s'agit d'une acutisation d'une insuffisance rénale chronique. Alors, selon le Global Snapshot de la Société internationale de néphrologie, le sepsis occupe la deuxième cause d'insuffisance rénale aiguë après la déshydratation. Et selon cette enquête marocaine aussi, note que le sepsis est la première cause de nécrose tubulaire aiguë, pratiquement avec plus de 60%. Et quels sont les éléments pharmacologiques? Les antibiotiques sont dominés par la classe des bêta-lactamines, qui sont caractérisées par leur grande variabilité et le grand choix de ces molécules. Leur cible principale est la paroi. Et ces bêta-lactamines sont composées de groupes comme les PENAM, où on distingue les pénicillines G, A et M, mais nous avons les PENEM avec les imipenem et le groupe des céphalosporines de première, deuxième et troisième génération, ainsi que les monobactam. Alors que les autres classes d'antibiotiques, comme ces antibiotiques qui ciblent la paroi, comme la phosphomycine ou les glycopeptides, mais aussi les antibiotiques qui ciblent le ribosome, comme les aminosides, les phénicolés, les cyclines, les macrolides et apparentés. Nous avons aussi les antibiotiques qui ciblent l'ADN, comme les quinolones, les fluoroquinolones, les dérivés nitrés. Nous avons les antibiotiques qui ciblent l'ARN polymérase, comme la rifampicine, et c'est ce qui cible la synthèse de l'acide folique, comme les sulfamides et les trimethoprim. L'antibiothérapie, dans ce contexte d'insuffisance rénale aiguë associée au sepsis, les causes d'échec sont souvent dues à une cause pharmacologique. Ainsi donc, il faut bien savoir la modification de la pharmacocinétique de ces antibiotiques dans ce contexte et avoir une bonne connaissance aussi de la pharmacodynamie. Ainsi, ceci permettra d'assurer une efficacité, une sécurité et de prévenir les résistances. La variabilité pharmacocinétique d'un antibiotique dans ce contexte doit être étudiée au cours de la phase d'absorption, de la distribution, du métabolisme et de l'excrétion. Au cours de la première phase, il faut savoir que la voie digestive est possible. Par exemple, les fluoroquinolones donnent une absorption de plus de 100%, mais cette voie est incompatible avec les fortes doses d'antibiotiques qu'on va utiliser dans ce contexte. C'est ainsi que donc la voie parentérale reste la voie de prédilection en unité de soins intensifs. Le volume de distribution aussi est extrêmement important à tenir en compte. Vous voyez ici que des antibiotiques comme les aminosides et la céphalosporine ont un volume de distribution assez faible comparé aux macrolides ou aux fluoroquinolones qui ont un volume de distribution 3 fois plus important. Ainsi, lorsque l'on compare le volume de distribution des antibiotiques comme la ceftazidine, la piperacine ou la gentamicine, et qu'on compare des patients en réanimation comparés à des volontaires sains,
le volume de distribution peut être multiplié par 3 chez les patients qui sont en réanimation, et cela, il va falloir en tenir compte dans l'antibiothérapie. La distribution de l'antibiotique aussi, il faut noter que le critère important ici, c'est la liaison aux protéines plasmatiques, parce que sa baisse va entraîner une augmentation de la fraction libre de l'antibiotique avec un passage tissulaire et une capacité accrue d'épuration par extrarénale. Ainsi donc, vous voyez ici, des antibiotiques comme la gentamicine ou la ceftazidime ont une faible liaison aux protéines plasmatiques comparée à des antibiotiques comme la ceftriaxone ou le teicoplanin qui ont une importante liaison aux protéines plasmatiques. Le métabolisme de ces antibiotiques se fait au niveau du foie grâce à 2 types de réactions enzymatiques. Et l'objectif là-bas, au niveau du foie, c'est de rendre l'antibiotique plus hydrosoluble pour l'élimination rénale. Et nous savons le rôle joué par le cytochrome P450 et le CYP3A7 dans ce métabolisme au niveau hépatique. Il faut savoir qu'il y a une grande variabilité des antibiotiques d'une classe à l'autre. Par exemple, certains antibiotiques comme la rifampicine sont inducteurs de ces réactions enzymatiques, alors que d'autres antibiotiques comme les macrolides sont inhibiteurs. Il faut savoir aussi qu'il y a une bonne variabilité interindividuelle et une variabilité intra-individuelle dont il faudra tenir compte aussi dans la conduite pratique. Et sur le plan de l'excrétion, c'est essentiellement au niveau du foie et du rein. Et c'est justement la demi-vie plasmatique qui va donc nous donner les indications ici. Il faut savoir que l'insuffisance rénale aiguë va modifier la pharmacocinétique de l'antibiotique par une baisse de la filtration glomérulaire, une baisse de la fixation aux protéines plasmatiques et une augmentation du volume de distribution. Ainsi, l'adaptation posologique des antibiotiques à élimination rénale est nécessaire en cas d'insuffisance rénale modérée ou sévère. Alors, lorsque l'antibiotique est à double élimination, comme c'est le cas de la ciprofloxacine, l'élimination est peu ou non affectée par la défaillance d'un des organes. Cependant, lorsqu'il faut adapter la posologie des antibiotiques en cas d'insuffisance hépatique, ce phénomène est complexe et imprévisible. Alors, sur les paramètres pharmacodynamiques, il faut comprendre donc les notions de concentration maximale, mais aussi le temps nécessaire pour atteindre la concentration, la notion de concentration résiduelle, la notion de concentration minimale. Ainsi donc, les antibiotiques à concentration dépendante, l'effet sera lié à la concentration, donc c'est ce rapport Cmax sur la concentration minimale inhibitrice. Elle est importante avec les aminoglycosides, mais nous avons des antibiotiques temps dépendants. C'est le temps pendant lequel la concentration de l'antibiotique est supérieure à la concentration minimale inhibitrice et a beaucoup d'intérêt avec les bêta-lactamines. Il faut savoir qu'il y a aussi des antibiotiques qui sont à temps et concentration dépendantes. Ainsi donc, ici, ce rapport Cmax sur concentration inhibitive est le paramètre prédictif de l'efficacité. Ainsi donc, quand on a un rapport Cmax sur MIC supérieur à 10, ceci atteste d'une possibilité de plus de 90% d'efficacité à 7 jours de l'antibiotique. Et ce paramètre a été très intéressant parce que ça a permis de modifier l'attitude qui consistait à administrer les aminoglycosides en 3 doses pour revenir à une dose journalière. Et les antibiotiques temps dépendants, donc en ce moment c'est surtout ce T supérieur à la concentration minimale inhibitrice, alors que les antibiotiques concentration dépendante, c'est là où il y a un intérêt sur l'air sous la courbe, ce rapport sur la concentration minimale inhibitrice. Ainsi donc, au cours de l'insuffisance rénale aiguë associée au sepsis, il y aura des modifications qui sont liées au sepsis, qui va entraîner une augmentation du volume de distribution et une diminution du métabolisme, alors que les modifications liées à l'insuffisance rénale aiguë vont se caractériser par une diminution de leur filtration glomérulaire, la baisse de la fixation aux protéines plasmatiques et une augmentation du volume de distribution. Certaines modifications sont liées à la technique, comme on vient de le voir tout à l'heure, en particulier des techniques convectives, mais aussi la membrane va jouer un rôle très important, surtout avec les membranes high flux,
Et la liaison aux protéines plasmatiques aussi va déterminer l'élimination de l'antibiotique. Ainsi donc, ici, ce qu'il faudra faire, c'est de pouvoir administrer assez d'antibiotiques sans ne pas en donner plus que nécessaire. Éviter donc le surdosage, mais aussi le sous-dosage. Et ainsi donc, il faudra peut-être chercher dans les recommandations, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les problèmes de recommandation, c'est que toutes ces recommandations sont basées sur les opinions d'experts. Et comme vous le comprenez bien, il manque d'études validées dans ce contexte de malades en sepsis en réanimation. Ainsi donc, les recommandations des KDIGO disent, à travers la recommandation donc, des experts, qu'il faut identifier de manière prospective les patients à risque d'insuffisance rénale aiguë. Mais surtout de faire attention aux médications à haut risque toxique. Et en cas de volume de distribution augmenté, la dose de SARC doit être souvent augmentée. Il recommande aussi l'importance de monitoring thérapeutique. Et en l'absence d'indications spécifiques, il faut catégoriser l'agression rénale aiguë et tenir compte du statut volumique pour la prescription de l'antibiotique. Si, en l'absence de monitoring thérapeutique, la surveillance des effets pharmacodynamiques et toxiques est utile, et il recommande de prêter un oreille particulière au logiciel d'aide à la prescription intégré au dossier médical informatisé, mais aussi une approche multidisciplinaire, on l'a vu tout à l'heure dans le débat, entre pharmaciens qu'il faut associer au débat, avec les intensivistes aussi, doit permettre d'améliorer la prise en charge. Il faudra aussi consigner les médications administrées dans le dossier médical jusqu'à 1 semaine après leur arrêt. Alors, par rapport à ce patient pris en hémodialyse, sauf exception, la dose doit être administrée après la séance de dialyse, mais éventuellement majorée d'un complément selon la dialysance du médicament. Cette dose complémentaire doit être majorée de 25 à 50% si le dialyseur est high flux par rapport au dialyseur low flux. Et cette dose complémentaire doit être majorée de 50% si la dialyse est longue sur une membrane high flux. Ainsi donc, sur le plan des principes, il faudra appliquer ou bien la méthode de la dose, c'est-à-dire réduire la dose unitaire sans modifier l'intervalle, ainsi on donnera moins d'antibiotiques mais aussi souvent, ou bien la méthode de l'intervalle, c'est le maintien de la dose unitaire usuelle, mais en espaçant les administrations. Ça permet d'administrer autant d'antibiotiques, mais moins souvent. Mais on peut aussi combiner les deux moyens qui permettent de donner moins et moins souvent. Alors, ce qui se fait en pratique, nos réanimateurs ne nous démentiront pas, c'est souvent les méthodes empiriques et avec des réserves. Il faudra aussi très souvent penser à adapter par rapport au dosage du taux résiduel. Donc, pour certains antibiotiques comme la vancomycine, donc on administrera après avoir mesuré le taux résiduel de l'antibiotique. Alors naturellement, il faudra mieux apprécier la fonction rénale dans ce contexte, mais quelle formule utiliser? La formule de Cockcroft et Gault, on sait ici en tant que néphrologue que ça ne fait plus consensus pour l'évaluation de la fonction rénale, parce que c'est développé avec une technologie obsolète, avec l'absence de réévaluation avec les dosages de créatinine qu'on utilise actuellement, et ses performances sont moindres aujourd'hui par rapport aux formules du MDRD ou du CKDP. Et dans le contexte d'insuffisance rénale aiguë associée au sepsis aussi, naturellement, cette formule n'a pas été évaluée. Mais le problème ici, c'est que, justement, cette formule de Cockcroft et Gault reste encore utilisée par les laboratoires dans les résumés des caractéristiques des produits. Et ainsi donc, il est recommandé justement d'adapter les posologies selon les nouvelles formules. Et donc ça demande encore du travail pour lequel les laboratoires ne sont pas encore disposés à réaliser. Alors ainsi, les recommandations des KDIGO ne prennent pas de position. Ils nous disent que l'estimation de la fonction rénale pour l'adaptation posologique doit être réalisée avec la formule la plus appropriée au regard du patient concerné. Donc il nous reste devant nos responsabilités. Alors l'unité à utiliser pour cette adaptation
doit être en millilitres par minute, adapté à la surface corporelle du patient et non à 1,73 m² et qui pourrait justement altérer cette approximation. Alors, les différentes formules, en fonction du contexte, on sait que chez les sujets jeunes de moins de 65 ans, ou bien c'est les sujets qui ont un indice de masse corporelle standard, les formules se valent, Cockcroft, MDR ou SICA-DEPI. Mais par contre, c'est les sujets âgés, on sait que le Cockcroft sous-estime le débit de filtration glomérulaire. Donc il y a un risque de sous-dosage de l'antibiotique. Alors que c'est des sujets obèses, le Cockcroft va surestimer le débit de filtration glomérulaire, donc il y a un risque de surdosage. Alors chez les patients qui ont un faible indice de masse corporelle, là pratiquement les formules sont inutilisables et il y a un risque de surdosage. Ainsi donc, ce qu'on veut, c'est d'adapter ou de diminuer la posologie, mais quand même en gardant une dose efficace. Ceci va assurer donc l'efficacité de notre antibiotique. Ainsi donc, on peut se baser aujourd'hui sur des outils qui existent et qui sont disponibles, comme par exemple le guide de prescription R1, initié par le service ICAR de la Pitié-Salpêtrière, qui est mis en ligne depuis 2010, qui est accessible à toutes les spécialités, certifié, avec des recommandations basées sur les données de la littérature, adaptées, dont l'adaptation des posologies chez les patients insuffisants rénaux existe, avec des références disponibles et des mises à jour régulières. Vous pouvez le consulter sur ce site, et donc là, par exemple, d'une page de ce site-là. Alors, quelle information on nous donne souvent, et c'est intéressant, par exemple, quand on prend la vancomycine, à travers le site, on peut retrouver le poids moléculaire, le volume de distribution, le pourcentage de liaison aux protéines plasmatiques et l'administration de l'antibiotique en cas de fonction rénale normale et en cas de fonction rénale altérée ou lorsque le patient est en hémodialyse, etc. Et je crois qu'il est extrêmement important que les praticiens puissent avoir des outils accessibles sur leur smartphone ou bien pour permettre en tout cas de prendre une décision rapide comme ça doit se passer en réanimation. Alors l'outil Vidal, qui est une base de données qui existe depuis très très longtemps et encore utile, et aujourd'hui aussi cet outil existe en version mobile et donc qui peut être utilisé au lit du patient. Ainsi donc sur les perspectives par rapport à cette antibiothérapie, c'est qu'il y a nécessité d'utiliser de nouvelles méthodes. On sait que les formules ne sont pas adaptées chez les patients en état critique, comme en milieu de réanimation. Et ensuite, la notion de clairance non rénale plus élevée par rapport à l'insuffisance rénale chronique stable, le volume de distribution doit être tenu en compte, et donc c'est extrêmement important pour le médecin de pouvoir connaître le volume de distribution de chaque antibiotique. Et il faut que le dosage du résiduel de l'antibiotique soit disponible dans nos laboratoires jusque dans nos hôpitaux. Ainsi, pour conclure, Monsieur le Président, j'insisterai sur la nécessité d'adapter la posologie des antibiotiques à élimination rénale en cas d'insuffisance rénale modérée à sévère, mais surtout aussi encourager les collègues à utiliser les outils d'aide à la prescription qui sont accessibles sur le web. Je remercie mes collègues de l'école de Dakar et je vous remercie de votre attention. Walim. Micro, s'il vous plaît, par là, mademoiselle. Ça marche. Abdou, ce n'est pas une question, c'est juste pour faire le pont avec les autres présentations. Tu as bien parlé de l'autre problématique de l'utilisation des antibiotiques en réanimation chez l'insuffisant rénal. Pour compliquer encore les choses, lorsqu'il est dialysé, pour en plus compliquer les choses, soit par méthode continue,
convective, soit par méthode continue diffusive. Alors, tu as bien vu ce que ça a créé comme débat. On pourrait être résumé à des techniciens, comme mon ami Zemd l'a dit, ou encore des acteurs vraiment actifs. Comment tu t'es organisé pour ça? Parce que ça, on intervient beaucoup de fois pour redialyser des patients, pour, par exemple, entre guillemets, en réanimation, pour des hypercalémies, parce que les réanimateurs ont l'obligation, bien sûr, de nourrir, d'avoir une alimentation parentérale, et c'est bourré de potassium, par exemple. Et nous, on revient lorsqu'on est ponctuel, et on redialyse parce qu'ils ont des hypercalémies, ou encore, par exemple, lorsque nous éliminons l'antibiotique, parce que l'antibiotique a été pris avant, les gestions entre les différentes équipes ne sont pas toujours concordantes de réanimation et de néphrologue. Alors, je ne sais pas comment tu as fait toi. Est-ce que tu as installé la réanimation, enfin l'épuration, les moyens d'épuration avec une vraie salle de traitement d'eau ou bien un vrai traitement d'eau dans la réanimation, et c'est les réanimateurs qui gèrent ce problème d'antibiothérapie et autres, ou est-ce qu'on t'appelle et tu transfères tes malades? Comment tu fais? Parce que ça, historiquement, c'est quelque chose qui va régler le problème de la prise en charge, je dirais, de l'insuffisance rénale aiguë. Hein? J'aimerais bien savoir comment toi, tu t'es organisé à Dakar. Merci Zouer. Je crois que ce débat, on va le poursuivre tout à l'heure, ça ne s'arrêtera pas. Mais je pense qu'il est extrêmement important, et là je rejoins un peu le professeur Ramdani, le néphrologue ne serait être considéré dans ce débat comme un technicien à qui on dit viens dialyser ou viens débrancher. Parce que là, comme on l'a vu, même dans les recommandations, c'est une approche multidisciplinaire. Même le pharmacien a son mot à dire dedans. Le médecin intensiviste, le néphrologue, etc. Et tout pour le même but, c'est une prise en charge optimale du patient. Et naturellement, vous le savez mieux que moi, il y a des aspects sur lesquels l'intensiviste aura besoin de l'apport du néphrologue. Et donc, je crois qu'en ce moment-là, il est extrêmement important qu'il puisse donner les bons conseils, participer aux indications et aux prescriptions. Et heureusement, dans notre contexte, nous, les réanimateurs n'ont pas de poste de dialyse en réanimation. Et donc, on est obligé de collaborer. Et la dialyse se fait en néphrologie, naturellement, avec la prise en charge. C'est mon avis. C'est Zahiri. Il y a une question, s'il te plaît, si tu permets, juste parce que c'est très important. Allah yakhlik. C'est juste parce que la problématique, au fait, quand ce sujet a été, disons, soumis à la commission scientifique, c'était parce que la problématique qui était posée était, maintenant la résistance des bactéries, des germes aux antibiotiques que nous utilisons, et que c'est souvent limité, l'antibiogramme nous donne souvent 2 ou 3 antibiotiques. Alors la problématique qui est posée, c'est lorsqu'on associe 3 à 4 antibiotiques d'un seul coup, comment faire? Et deuxièmement, est-ce qu'ils sont synergiques ou pas? C'est cette association, parce qu'elle se pose souvent. Et puis, il y a une attitude qui est faite par nos amis réanimateurs. Souvent, ils associent un traitement antifongique. Le plus souvent, on le trouve associé. Et nous avons justement des difficultés à adapter ces posologies. Mais je ne sais pas, est-ce que tu as vu de ce côté-là, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, ça pose un autre problème où ce que j'ai dit tout à l'heure et qui est sorti dans les recommandations importantes, c'est que, en tout cas, c'est ce qui se fait dans les milieux de réanimation en France, le pharmacien va intervenir dans cette prescription d'antibiotiques en conseillant, comme on demande au néphrologue justement dans la technique d'épuration extra-rénale, et je crois que c'est important. Et ensuite, nous avons les outils. Aujourd'hui, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on mettait l'antibiotique ceftriaxone 2 grammes matin, midi, soir, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de paramètres à prendre en charge en fonction du contexte du sepsis et d'insuffisance rénale qu'il faudrait que le néphrologue et l'intensiviste puissent céder des outils qui vont leur donner des informations pour assurer une bonne prescription. Merci beaucoup pour votre patience.